Il est l'auteur de la BD Les Guerres de Lucas qui revient sur toute l'histoire de Star Wars. Du coup, il va nous raconter quelques anecdotes que vous ne connaissez sans doute pas. Alors ce qui est intéressant, c'est la manière dont Harrison Ford a obtenu le rôle d'Han Solo. C'était pas du tout quelque chose de naturel. Il avait commencé une carrière d'acteur depuis quelques années, mais qui n'avait pas décollé. Il avait dû se remettre à la menuiserie, qui était son premier job. Et par le biais d'un de ses amis, un directeur de casting, il avait obtenu un petit job pour réparer la porte des studios de Francis Ford Coppola. Et donc il était en train de scier littéralement une porte devant le studio lorsque George Lucas est arrivé pour mener les castings de Star Wars. Et George Lucas connaissait déjà Harrison Ford puisqu'il avait travaillé avec lui sur son précédent film, American Graffiti. Et ça a été une surprise de tomber sur cet acteur en train de découper une porte. Et de fil en aiguille, George Lucas a demandé à Harrison Ford de donner un coup de main en donnant la réplique à d'autres acteurs pendant le casting. Mais George Lucas ne voulait pas du tout d'Harrison Ford pour le rôle d'Han Solo parce qu'il avait joué dans son précédent film. Et George Lucas était persuadé que ça serait perturbant pour les spectateurs d'avoir un acteur qui avait joué dans un de ses précédents films. Et donc il a fallu que Harrison Ford passe le casting à maintes reprises en donnant la réplique à d'autres acteurs pour que petit à petit, George Lucas se dise finalement, il est parfait pour le rôle et lui propose de jouer Han Solo. Alec Guinness a failli abandonner le tournage de Star Wars en plein milieu. Hello there. George Lucas avait prévu que le personnage d'Obi-Wan Kenobi, interprété par Alec Guinness, vénérable acteur britannique, termine le film sans faire grand-chose. Et ça perturbait George Lucas qui se disait, pour un personnage aussi important qu'Obi-Wan Kenobi, c'est gênant quand même de l'avoir les bras croisés pendant toute la fin du film. Et là, un soir, sa femme, Marcia Lucas, lui propose une idée. Et si Obi-Wan mourait ? Était tué dans un duel avec Dark Vador. Et c'est une révélation pour George Lucas qui se dit d'un coup on règle tous les problèmes que le scénario a encore. On a Obi-Wan qui disparaît de manière héroïque et on n'a plus la potiche pendant le reste du film qui reste les bras croisés. Donc George Lucas annonce à Alec Guinness que son personnage finalement ne va pas aller jusqu'au bout du film et va mourir à la moitié. Et là, Alec Guinness a une réaction assez étonnante. Il est vexé. C'est quelque chose qu'il n'envisageait pas, il pense que son personnage est moins important du coup, et il décide d'abandonner le film. Et il annonce à George Lucas, en plein milieu du tournage en Tunisie, qu'il décide d'arrêter l'aventure et qu'il faudra remplacer son personnage par quelqu'un d'autre. Et George Lucas va devoir batailler ferme, essayer de lui expliquer à quel point c'est important et à quel point son personnage va passer à une autre dimension s'il disparaît dans un duel avec Dark Vador et que ce sera beaucoup plus beau. Et Alec Guinness se rendra à l'évidence et acceptera de rester finalement, et pour le bien du film, naturellement. Juste avant de se lancer dans Star Wars, George Lucas a fait un film American Graffiti qui a eu énormément de succès, et pour son prochain film, il avait un projet avec Coppola qu'il travaillait depuis très longtemps, qui s'appelle Apocalypse Now. Et il avait écrit le scénario avec John Milius, et au moment où enfin les studios allaient s'intéresser à lui et allaient financer son prochain film, Coppola était très partant et il voulait faire ce film avec lui. Et Lucas finalement n'y croyait plus trop, n'avait pas envie de se lancer dans cette histoire sur la guerre du Vietnam, sur laquelle il avait pourtant travaillé des années. Et donc il a cédé en quelque sorte le film à Coppola en lui disant « fais-le toi, moi je préfère faire un film qui me parle plus ». Et c'est comme ça que Coppola s'est lancé dans Apocalypse Now, qui, juste après Le Parrain, va asseoir sa réputation de grand réalisateur. Alors le succès de Star Wars, c'est naturellement le génie visionnaire de George Lucas, mais c'est aussi une myriade de talents qui sont arrivés au même moment, à maturité, avec George Lucas. Et c'est particulièrement vrai pour Ben Burtt, qui est ce jeune ingénieur du son, avec des idées incroyables, et qui va être engagé pour George Lucas pour créer des bruitages innovants et surtout organiques. C'est ce que George Lucas voulait. Il voulait pas quelque chose de synthétique, il voulait pas des bruits d'ordinateur. Et donc ce jeune créatif, Ben Burtt, va imaginer tous les bruitages de la saga en allant chercher dans des endroits insoupçonnés, par exemple le bruit du sabre laser. Il va promener son micro derrière une télé désossée. C'est le bruit du tube cathodique qui va faire ce bruit si typique. Il va aller enregistrer des animaux dans des zoos pour le cri de Chewbacca, par exemple, ce cri
typique, il va mélanger le barrissement d'un éléphant, le cri d'un morse, d'un ours, il va mélanger tout ça, ralentir certaines pistes, et ça va donner des sons très particuliers. Pour le bruit des portes des vaisseaux qui se ferment, il va aller dans le métro pour enregistrer les portes du métro de Philadelphie qui se ferment. Donc c'est une nouvelle manière d'aborder le son et les bruitages sonores, et c'est encore aujourd'hui une référence dans le cinéma. Alors au moment où George Lucas veut faire Star Wars, il n'y a pas de sociétés qui font des effets spéciaux réellement. Il y en a très peu. Le seul film qui a fait des effets spéciaux comparables, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ça a mis des années, ça a coûté une fortune. Lucas veut beaucoup plus d'effets spéciaux et il a beaucoup moins de temps pour le faire. Donc il arrive à la conclusion que la seule manière de le faire, c'est de créer une structure ad hoc, de recruter les jeunes talents et d'essayer de voir comment on peut fabriquer ça soi-même avec les moyens du bord. Et il y a un homme déterminant qui va engager, qui s'appelle John Dykstra, qui est aussi un jeune créatif, mais qui n'a pas encore fait ses preuves, et qui lui a une idée géniale pour faire ce que George Lucas veut, c'est-à-dire des effets spéciaux très mobiles où on va tourner autour des vaisseaux. On va pas avoir une caméra statique comme dans Star Trek à l'époque où on filme des vaisseaux mais sans que la caméra bouge. Ce que Lucas veut faire, c'est avoir quelque chose de très dynamique et donc il faut que la caméra puisse bouger dans l'espace. Et le problème, c'est que on ne sait pas faire ça à l'époque. Et ce jeune ingénieur, John Dykstra, va créer une caméra pour l'occasion, reliée à un ordinateur, qui va permettre de reproduire à l'identique le même mouvement de caméra. Ce qui fait qu'on va filmer d'abord le vaisseau sur un fond bleu qui bouge, la caméra exécute un mouvement autour du vaisseau, et on va ensuite refaire le même mouvement de caméra, mais avec les étoiles, le même mouvement de caméra, mais avec l'étoile noire, le même mouvement de caméra avec les lasers, et ensuite on superpose tous ces plans. C'est très technique et très complexe à réaliser, mais l'idée est assez simple. Ça se produit juste au moment où les ordinateurs sont capables de faire des choses comme ça. Donc on est à la charnière entre le vieil Hollywood et le nouvel Hollywood. Et George Lucas crée une société d'effets spéciaux qui va pouvoir produire à la chaîne des effets spéciaux plus performants qu'on n'en a jamais vu. Jusqu'à la dernière minute, Star Wars a failli être un échec parce que personne n'y croyait. Tous les exploitants de cinéma américains n'ont pas cru au film. Il n'y avait pas de star dans le film. C'était de la science-fiction et la science-fiction, ça ne marchait pas à l'époque. Donc, les cinémas n'ont pas cru au film et n'ont pas voulu le mettre à l'affiche. Le film est sorti dans seulement 32 salles. Une sortie moyenne à l'époque, c'était 700 salles. Et les exploitants ont préféré choisir Le Convoi de la peur, L'Exorciste numéro 2 ou Un pont trop loin, donc des films d'une autre époque, quelque part. Et ils n'ont pas voulu Star Wars. Et ça a été finalement un coup de chance parce que ça a créé un effet de manque énorme. Tous les gens qui sont allés voir les premières séances en ont parlé autour d'eux et on a tout de suite compris que le film créait une effervescence. Mais il ne passait nulle part. Et donc, toutes les salles étaient pleines, aucun billet avant des semaines, et ça a créé un buzz fantastique qui a lancé le film de manière incroyable. Et au fil des semaines, de plus en plus de salles ont naturellement commandé le film. Mini